Chers amis auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, bonsoir. On se retrouve autour de la table avec Julien Langella, que vous connaissez pour l'avoir déjà entendu à ce micro nous présenter son premier ouvrage. Et aussi, nous avions discuté de catholique et identitaire avec Victor Robert. Julien, bonsoir. Bonsoir. Pour faire un bref rappel de ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes professeur dans une école primaire hors contrat. Et vous êtes également un des animateurs de Academia Christiana, cette organisation de formation de la jeunesse catholique française. Tout à fait, oui, en effet. Mais vous avez publié cette année un important ouvrage qui s'appelle Catholique et identitaire, qui d'une certaine façon a un titre un peu provocateur. Il visait, je crois, à répondre à la polémique qui avait fait suite à l'ouvrage de Monsieur Le Moredec, plus connu sous le nom de Cause, qui vous mettait en cause, on peut le dire, de façon assez policière d'ailleurs, pour vos activités passées. Et il y a quelque temps déjà que je méditais cette émission, alors je suis heureux de la faire avec vous, pour essayer de présenter à nos auditeurs qu'est-ce que c'est en fait d'être catholique et comment on le devient après un parcours militant. Alors peut-être Julien, pour bien poser le décor, bien planter le décor, commencez peut-être par décrire ce que vous étiez avant votre engagement, vos premiers engagements politiques pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien un petit peu comment se déploie cette équation personnelle. Alors, sur un plan spirituel, je suis issu d'une famille qui est traditionnellement attachée à l'Église ou à une certaine image de l'Église, qui respecte l'Église, la culture chrétienne, une famille de non-croyants pour les toutes dernières générations. En tout cas de non-pratiquants, même si j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu hypocrite. Vous savez, il y a un prêtre qui a dit, une fois je me suis retrouvé en face de Français qui disaient être catholique, croyant mais non pratiquant, et je leur ai dit, moi c'est pareil, je suis pacifiste mais je suis pas pratiquant, et là je leur ai mis une baffe. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que ça ne veut absolument rien dire. La foi est un amour, l'amour de Dieu, et si on ne pratique pas cet amour, alors l'amour n'existe pas. Cet amour doit s'incarner comme le bon Dieu s'est incarné en une personne à la fois pleinement humaine et pleinement divine qui est le Christ. Donc voilà, je suis issu de ce milieu-là. En fait, vous êtes issu d'une famille qui a, d'une certaine façon, épousé les contours de l'histoire de la France de ces dernières décennies, de ce dernier demi-siècle, de ce dernier siècle, c'est-à-dire qui a traversé aussi cette grande crise religieuse dont parle Emmanuel Todd, c'est-à-dire une crise à la fois de la foi et de la pratique religieuse. Elle n'a rien d'original finalement. Il y a beaucoup de familles à la fois parisiennes et provinciales qui sont de ce profil-là, c'est-à-dire des Français de souche qui vivaient leur vie principalement privée, quoi, s'occuper de l'entretien de leur maison, de leur famille, de leur travail, et qui finalement se sont un peu éloignés de la pratique religieuse tranquillement. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je pense que ce qui peut résumer le plus simplement mon parcours personnel, c'est tout simplement de dire que je suis issu d'une famille de Français du XXe siècle, et particulièrement de Français, en tout cas côté paternel, issus d'Algérie et de Tunisie, donc pieds noirs. Et à ce titre, ma famille avait une pratique très enracinée, avec une sociabilité locale très dense, très importante dans ces petits villages de l'Algérie et du Maghreb français, même si évidemment le Maroc et la Tunisie étaient sous protectorat, mais imprégné de culture française, donc on peut dire Maghreb français. Et arrivé après l'indépendance en métropole, il y a eu un éclatement d'abord géographique avec les enfants qui vont faire leurs études à Paris et ailleurs. Là on voit les conséquences déracinantes du jacobinisme, notamment universitaire. Pour trouver du travail, il faut aller dans une grande métropole, et donc les familles éclatent. Et à ce moment-là, quand on sort de la vie de village et qu'on arrive dans la modernité, et ça c'est intéressant, on voit qu'il y a une rencontre avec la modernité qui est faite par les Pinoirs quand ils débarquent en métropole, à tel point qu'ils se sentiront finalement jamais chez eux en France, alors qu'ils sont peut-être plus français que d'autres, hein. C'est assez intéressant. Et bien à ce moment-là, il y a une perte de la foi, parce qu'il y a une perte de la sociabilité, il y a une perte de la vie de village, et là on voit bien que la foi est enracinée dans une société et dans des pratiques culturelles, et donc dans une vie de voisinage. Ça c'est fondamental. Et voilà, moi je suis le produit de cela. J'ai grandi avec les souvenirs de mon père qui me parlait des chanteurs à la croix de bois, des chorales, et donc je suis, si vous voulez, formaté familialement pour aimer la figure du prêtre comme père, comme figure de bienveillance et en même temps d'autorité. Et ça, donc ça préparait le terrain finalement de ma conversion.
J'ai grandi dans une école, enfin j'ai été dans une école et un collège privé sous contrat, catholique, qui était encore un petit peu catholique, contrairement à une bonne partie de l'enseignement diocésain aujourd'hui. Et donc j'ai gardé cette bonne image du prêtre, donc c'était déjà un terreau favorable. Et puis j'ai rejeté ça au collège, j'ai pas fait ma confirmation. Et écoutez, je l'ai faite en 2013, après un retour à la foi, plus tardif, bien après mes engagements, le début de mes engagements politiques. Mais ça, on y reviendra. Mais pour revenir à cette vie d'adolescent qui a probablement eu quelques expériences spirituelles, les expériences sommaires qu'on a dans l'enfance, souvent une foi sincère, une foi presque naturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça, parce que on est beaucoup à être passé par là. Qu'est-ce que c'est être un petit catéchumène qui prépare sa première communion dans une école sous contrat en France dans les années 90? Bah écoutez, je vais vous répondre très franchement, j'en ai absolument aucun souvenir. J'ai rejeté vraiment la foi au collège et je n'ai aucun souvenir d'avant. J'ai l'impression d'être né le jour de ma confirmation en 2013. Pour moi, ça a été un baptême. Et donc je n'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé avant, assez étrangement. Enfin, c'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Et j'ai retrouvé la foi bien plus tard. Alors en effet, j'ai eu des questionnements, mais d'abord, pour rejoindre votre première question, je me suis d'abord enraciné avant de le faire sur le plan spirituel, sur le plan politique. Je recherchais quelque chose de structurant pour moi. Je recherchais une colonne vertébrale intellectuelle. Et là aussi, ça va peut-être vous étonner, mais je cherchais quelque chose à droite, mais quelque chose de rebelle. Et donc, au lycée, je me suis entiché du libéralisme, et dans sa forme la plus extrême, le libertarianisme et l'anarcho-capitalisme. C'est ce qui m'allait bien. Parce que j'aimais pas non plus la droite bourgeoise, la droite de notables, voilà, la droite d'affaires. C'est pas quelque chose qui m'attirait. J'avais besoin de révolte, j'avais besoin de renverser la table quelque part. Exactement. Et donc moi je fantasmais sur le Don't Tread on Me américain, vous savez, le symbole du serpent, ne me marche pas dessus, ce cri de guerre adressé à l'État par le petit contribuable. En fait c'est une culture américaine, hein, culture de l'individu libre, autonome, le self-made man qui se révolte contre l'État. Et pour moi la variante acceptable de l'anarchisme c'était une variante de droite. Donc c'était le libertarianisme. Et puis le point de départ de ma conversion intellectuelle au conservatisme, eh bien c'est la fracture ethnique qui traverse la France actuellement. Donc en résumé c'est la question identitaire. Je me suis rendu compte que face voilà, ceux qui me traitaient de sale blanc, de sale français, ça m'est arrivé au lycée public. Donc là j'ai découvert la vie en fait. Je peux dire que j'ai découvert la vie dans le public. Et puis encore plus ensuite à la fac où j'ai découvert, je dirais plutôt la France au sens large, telle qu'elle était aujourd'hui. Je me suis rendu compte que le libre marché, la liberté du commerce, ça produisait ce que par ailleurs je détestais, c'est-à-dire la mort de la France, la mort de tous les repères sacrifiés sur l'autel de la consommation, de l'individu roi. Et c'est à ce moment-là, grâce à des penseurs atypiques comme Hans Hermann Hoppe, qui était à la fois monarchiste et libéral, justement libéral parce qu'il était contre la tyrannie de la majorité et donc ça l'a amené au monarchisme. Et il pensait que c'était le meilleur garant des droits individuels, un roi libertarien. Et il était en même temps anti-immigrationniste. Donc voilà, un personnage farfelu et c'est ça qui a permis voilà, ma transition vers le conservatisme, à la fois la question ethnique et cette question monarchique qui permet voilà, d'éviter à la fois les affres de la majorité et les affres de l'individu roi. Avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette parenthèse anarcho-capitaliste, on pourrait dire libérale de droite, tout ça entre guillemets, parce qu'on voit bien, on en a déjà parlé à ce micro, les contradictions internes entre toutes ces idées, mais bon, c'est une posture, une attitude intellectuelle, une recherche aussi de liberté qui est probablement légitime. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails des lectures, des fréquentations, des choses qui nourrissaient finalement cette première intuition ? Alors le monde libertarien est groupusculaire en France, hein, donc des fréquentations j'en ai pas eu beaucoup en physique. En revanche j'ai connu le mouvement alternatif libéral qui était le premier essai, à ma connaissance dans les 20-30 dernières années, à part démocratie libérale peut-être, mais qui est un parti plus institutionnel déjà, donc le parti d'Alain Madelin, qui est mort aujourd'hui. Et Alternative Libérale, c'était un parti authentiquement libertarien, donc il se voulait, en fait, libertarien, c'est-à-dire libéral cohérent, ni de droite ni de gauche, uniquement individualiste, donc pour lesquels la valeur sociale ultime, plutôt que le bien commun, c'est l'individu, le droit de propriété ultime. Et donc, j'ai lu Milton Friedman, j'ai lu Murray Rothbard, et tous ces penseurs libéraux cohérents, qui voulaient autant la dérégulation de tout le secteur d'activité économique, mais aussi... Donc y compris la drogue, la prostitution, etc. La vente d'enfants, puisque comme le dit très bien Murray Rothbard, la vente d'enfants... l'adoption, ce n'est qu'un commerce d'enfants dont les prix sont plafonnés à $0.
Voilà, c'est ça la rhétorique libertarienne. Et donc, au nom du droit de propriété absolu, ultime, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on pourrait faire mourir son enfant parce que, enfin, en tout cas, le laisser. Là, c'est toute la distinction juridique un peu casuistique, un peu jésuite chez les libertariens. C'est-à-dire que c'est une violence contre le droit de propriété que d'obliger un parent à nourrir son enfant. Par contre, il a le droit de le laisser mourir parce que là, il n'y a aucune violence finalement. Il laisse la nature jouer son rôle. C'est le mythe de l'ordre spontané, l'ordre naturel chez les libéraux. La nature s'autorégule. Et donc, j'avoue que tout cela m'a énormément séduit parce que pour moi c'était une révolte de droite et j'avais besoin de révolte, mais je pouvais pas être de gauche parce que pour moi la gauche était le système. Quand on est un enfant de la génération 68, la gauche c'est le système. Donc quand on veut être révolté et qu'on va aller jusqu'au bout du truc, eh bien on cherche plutôt dans les théories ou les utopies de droite quelque chose de satisfaisant. Mais comme je vous le dis, c'est crépusculaire ces mouvements-là. Et donc il n'y a pas de communauté. Et en même temps, quand on est un ado, on cherche la communauté. Et on cherchait aussi à ce moment-là, vous recherchiez des références plus anciennes, par exemple Adam Smith, Pareto, des choses comme ça ? Pas du tout, je dois l'avouer. J'ai découvert ça beaucoup plus tardivement. Moi, ce qui me fascinait, c'était plutôt Ayn Rand, par exemple, cette philosophe autoproclamée, fondatrice d'un mouvement qu'on appelle l'objectivisme au XXe siècle. Et tout ce dont on peut parler là peut sembler un peu ésotérique, un peu fou, mais il faut quand même rappeler que le bras droit de Mitt Romney, candidat républicain malheureux à la dernière élection présidentielle américaine, je crois que c'est Paul Ryan, ou enfin un nom approchant, en meeting se déclarait le fils spirituel d'Ayn Rand, une personne qui disait que fondamentalement il est malsain pour l'individu de se sacrifier pour sauver la vie d'un autre, parce que cela signifie accorder plus de prix à la vie de l'autre qu'à sa propre vie. Or, une civilisation ne peut pas se fonder sur un altruisme sacrificiel. Et elle disait tout le temps, mais dans un canot de sauvetage, qu'est-ce que vous faites ? Vous sauvez celui qui est en train de se noyer ou vous sauvez vous-même ? Et évidemment, vous sauvez vous-même. C'est l'instinct de conservation. Et une société peut pas être bâtie par des gens qui se jettent à la mer. Parce que sinon, tout le monde se jette à la mer, il n'y a plus de canots et c'est fini. Sauf qu'on ne vit pas dans des canots de sauvetage. On vit dans des vraies villes, dans des communautés, et on vit relié à des gens. Et donc, on n'est pas confronté à ces choix existentiels au quotidien. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était cela. C'était la révolte individualiste et libérale contre l'État tout-puissant, l'État jacobin, et c'est cela où... Oui, là, il y a quand même une légitimité à cette révolte. On est obligé de reconnaître que, même si ça prenait des formes très paradoxales et extrêmes, et même à la fois ridicules et terrifiantes, vous parliez tout à l'heure de laisser mourir ses enfants, évidemment, ça va terrifier certains de nos auditeurs, mais il y avait vous cherchez aussi, parce que ça c'est de la jeunesse, une cohérence, et finalement d'une intuition juste. Cette révolte contre l'omniprésence de l'État, la sursocialisation des enfants à l'école, le jacobinisme, vous en parliez, la destruction du fort intérieur dont peut parler un auteur comme Bardèche par exemple, en parlant de la confection, la manufacture des âmes. Ça évidemment, ça peut susciter une légitime révolte. Alors évidemment, c'est une contradiction qui est un peu, vous le disiez, ésotérique, un peu cachée, et donc forcément, ça conduit finalement peu d'individus à épouser ce premier chemin de réveil. Mais alors, on va dire que vous avez pris le chemin d'une forme de droitisation personnelle. Vous avez été vers une émancipation des canons transmis à l'école et par la société. Vous avez explorer cette solution paradoxale et cohérente jusqu'au paradoxe et à l'extrême. Et là, vous avez fait quelques rencontres. Quelle a été la suite de ce parcours ? Bien, la suite de ce parcours, c'est quelque chose d'assez personnel dans la mesure où ça n'a pas été nécessairement une évolution intellectuelle, enfin un point de départ intellectuel. Voilà, ma transition vers le conservatisme et vers une vision plus identitaire des choses. On reviendra sur la définition de ce terme plus tard. Ça a été d'abord la découverte de la notion de communauté, à la fois d'une manière négative, c'est-à-dire que quand on est au lycée, qu'on arrive dans la salle de classe, qu'on s'apprête à s'asseoir, et puis on se pose pas la question, on va s'asseoir là où habituellement Mehdi a l'habitude de s'asseoir, mais on pense pas que ça va lui poser problème, parce que normalement on est tous égaux, on est tous citoyens de la même mère Marianne, et donc il n'y a pas de problème, tous nourris au même lait. Et bien quand celui-ci dit me faire prendre la place par un Français, c'était le point de départ pour moi d'une prise de conscience. Et donc là j'ai découvert qu'il y avait des communautés, parce que des gens se définissaient par des appartenances collectives, là où moi je ne me définissais que comme libéral, ou comme projet individuel. Voilà, ou comme métalleux pendant une partie de mon adolescence. Voilà, j'étais très intéressé à une époque par notamment les thèses d'Anton Zandor Lavey, qui est le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis. Et oui, là pour le coup c'est un ultralibéralisme spirituel et philosophique. C'est un libéralisme, j'allais dire sadique, pas sadique, mais sadien en référence au marquis de Sade, un libéralisme cohérent, c'est-à-dire individualiste en toute chose, donc révolte contre l'État et donc révolte contre Dieu, contre toute forme d'autorité.
l'autorité. Et pour moi, comme l'autorité, c'était le prof gauchiste, bien ça m'allait bien. Et puis en plus, il était pour la peine de mort, donc il cochait 2-3 cases du droitard réactionnaire qui du coup me plaisait parce que je me sentais réellement incorrect en adhérant, en portant, je le confesse aujourd'hui, mon pentagramme autour du cou au lycée, quoi. Et puis surtout quand le prof gauchiste, le plus caricaturalement gauchiste que j'avais, me dit mais qu'est-ce que c'est que ces pics que tu portes autour du cou ou cette étoile à l'envers, c'est ridicule, ici c'est l'école de la République. Il m'a dit ça. Et c'est fabuleux cette rencontre comme ça entre d'un côté l'idéal républicain naïf qui croit que tout le monde va pouvoir devenir citoyen et bien s'entendre et s'intégrer dans la communauté des Français, et puis d'autre part en fait le produit de cet idéal, le produit monstrueux de cet idéal qui est la société marchande, qui produit du satanisme, du gothique, du skater ou de l'ultra sportif, enfin toutes ces niches commerciales, ces clientèles commerciales qui en fait viennent contredire l'idéal unificateur de la République française, la République une et indivisible, alors qu'il y a une cohérence entre les deux. C'est qu'une fois qu'on a tué la France, et c'est ce qu'a fait la République en sabrant toutes les langues régionales, eh bien, il y a eu une demande de la part des Français d'identité. Et finalement, mon engagement libéral, anarcho-capitaliste et un petit peu sataniste à cette époque-là, sataniste au sens intellectuel, pas bien sûr. ésotérique, vous égorgez pas les poulets, oui. Non. Non, mais c'est intéressant parce que c'est par les sous-cultures particulièrement du jeu vidéo, de la musique, que se diffuse cette philosophie, on va dire lavéienne, de l'hyper-individualisme conséquent. En fait, c'est un ultra-rousseauisme, un rousseauisme radical, de la promotion du seul individu, mais c'est très conséquent, en fait, si on y réfléchit bien. D'ailleurs, c'est si vrai que des auteurs aussi différents que Michéa ou Dany Robert Dufour ont retrouvé la figure de Sade dans l'exploration du libéralisme. Je recommande là, puisqu'on en est à ce point, la lecture en particulier du Divin Marché ou de la Société perverse de Dany Robert Dufour, qui insiste sur le caractère totalement final, terminal, abouti, cohérent du donjon sadien comme lieu d'expression du libéralisme conséquent. D'ailleurs, Albert Camus, en parle longuement dans L'Homme révolté. Vous parliez tout à l'heure de votre révolte adolescente. Dans L'Homme révolté, Camus, il y a un long chapitre absolument passionnant, absolument indispensable à lire sur la figure de Sade comme parangon des Lumières. D'ailleurs, c'est si vrai que les Lumières dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont moins les Lumières de Rousseau et de Voltaire que celles de Lamétrie et de Condillac, qui sont ce matérialisme revendiqué, et alors c'est un matérialisme revendiqué par ces deux philosophes, mais qui est un matérialisme, on pourrait dire, philosophique. Aujourd'hui, c'est le matérialisme vulgaire dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire société de consommation. Et alors, pour revenir un petit peu aussi sur un autre commentaire que vous faisiez, Julien, vous parliez du fait que finalement, les identités que vous vous appropriez à ce moment-là étaient finalement des identités manufacturées, des identités commerciales, par la sous-culture musicale, skate, sport extrême ou métal. Tout à fait, oui. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le libéralisme sadien, ce qui est très intéressant, c'est que ce libéralisme sadien, c'est le libéralisme intégral, cohérent, et il effraie et il choque le libéral de la même époque, du 18e et du 19e, parce que les premiers libéraux, je pense à Adam Smith, c'était des gentilshommes conservateurs, comme tout britannique, un peu puritain, encore chrétien, même si protestant, de la fin du 18e siècle. Adam Smith n'aurait jamais imaginé pouvoir engendrer un Sade. Et pourtant, quand Adam Smith dit que la richesse d'une nation, c'est d'abord sa prospérité matérielle, il enfante une conception matérialiste de la vie qui se propage pas seulement à l'activité économique, mais évidemment à l'activité affective, morale, culturelle. Et donc il y a une cohérence, il y a un fil rouge qui est totalement cohérent de Adam Smith au Marquis de Sade, et puis plus tard au manifeste pro-pédophile dans le journal Libération dans les années 70. Donc il y a quelque chose de cohérent dans tout cela, grâce à la lecture de Jean-Claude Michéa. Vous voyez, c'est un auteur de gauche, socialiste, qui se réclame du socialisme originel, que j'ai pu découvrir que le libéralisme était une unité de pensée qui se déployait sous différents aspects. Et à ce titre, je me suis rendu compte qu'être de droite, finalement, c'était être antilibéral. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez découvert l'existence des communautés par un choc thermique au lycée. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là de cette réalité communautaire, voire communautariste ? Elle vous choque et vous voulez d'abord épouser une sorte de patriotisme civique individualiste. C'est-à-dire il y a plus de Mehdi, de Mouloud et de Boubacar, il y a plus et des Juliens, il n'y a que des individus, ou vous
percevez tout de suite l'utilité, la nécessité de retrouver votre clan à vous aussi? C'était plutôt une démarche communautaire et clanique qu'une démarche républicaine, unificatrice, unitariste. Comme beaucoup de jeunes blancs de mon âge, j'étais fasciné par la figure de Derek Vinyard dans American History X, qui est peut-être le film anti-nazi, anti-skinhead, qui a le plus provoqué de fascination chez les jeunes blancs pour le mouvement skinhead et pour cette radicalité politique. Et parce que quand on voit Derek Vinyard jouer le terrain de basket avec les noirs du quartier, eh bien, et puis ça renvoie à une expérience du quotidien en fait. Mais bien sûr, et sauf que lui il gagne le match, alors que nous le match on le perd depuis 40 ans. En fait il n'y a pas eu de match en fait. Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas eu de match. Voilà. En fait ils ont fait leur match tout seuls et nous on regarde, on est spectateurs en fait de notre propre défaite. C'est assez bizarre. Et donc non, moi ma démarche elle était clanique parce que personnelle, intime, c'est-à-dire que je sentais bien progressivement que moi je connaissais personne dans mon quartier, alors que Mehdi Boubaker, il connaît des gens dans son quartier, il dit bonjour, et quand il dit mon frère, c'est pas toujours hypocrite, c'est que vraiment il parle à quelqu'un qui fait partie du même environnement civilisationnel et qui donc est un petit peu son frère. Et je me suis dit, mais alors moi, qui est mon frère, à quelle communauté j'appartiens? Et ça a été un peu le point de départ. Et quand je suis arrivé à la fac, là j'ai découvert. Donc en même temps que je suis arrivé à la fac, j'ai découvert l'Action française et enfin je l'ai pas découvert mais je l'ai mise en pratique parce que je suis devenu militant de l'Action française. Mais en même temps j'ai découvert le libéralisme en dehors des bouquins, c'est-à-dire les soirées sex toys dans les boîtes de nuit de la bourgeoisie du sud de la France. Et puis les affiches soirées sex toys collées sur tous les murs de la ville. Et je me suis dit ah ouais, mais en fait le libéralisme ça produit ça aussi. Et c'est là où où le conservateur qui était en moi s'est révolté. Contre le libéral. C'est révolté contre le libéral, tout à fait. Donc là, finalement, il y a eu un divorce entre votre conservatisme naissant et votre libéralisme revendiqué les années précédentes, et un début de pratique politique, de pratique militante, au sein de la section, je crois, d'Aix-en-Provence à l'époque, de l'Action française. Là, vous y croisez des camarades de valeur qui vont vous accompagner un bout de chemin. On les salue par ailleurs. La tortue se reconnaîtra. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, sans entrer dans un luxe de détails, nous dire un petit peu ce qu'a été cette première expérience militante? Alors cette première expérience a été assez riche. Je dois avouer que j'ai énormément entendu parler de Maurras, de tous ses principes, mais je ne l'ai pas lu. Je pense comme beaucoup en fait de jeunes militants maurassiens de l'époque. Et ce que je recherchais vraiment, et c'est en cela où le militantisme est aussi une école de la vie, c'était une communauté. Mais une communauté, pas pour la communauté, mais articulée vers un but. Frédéric Leplé, catholique social éminent du 19e siècle, fondateur de tout un pan de la sociologie contemporaine, disait que toute âme gagner à la vérité, eh bien c'est un petit pas, il disait pas vers la révolution, mais c'est un petit pas vers la victoire finale et que c'est un plaisir dont on ne doit pas se lasser et c'est un combat permanent. Eh bien moi ce qui me motive à l'époque c'était rejoindre une communauté pour propager une vérité. Et donc c'est ce que j'ai trouvé à l'époque en effet avec ses camarades de l'Action française, mais la question identitaire me paraissait tellement fondamentale plus que celle institutionnelle et celle de la question du régime du roi que j'ai rejoint les identitaires peu après. On va en parler juste après la pause musicale, mais juste pour rester un peu sur cette expérience, donc à ce moment-là, vous rejoignez l'Action française, vous n'êtes pas tout à fait dépollué de votre libéral conservatisme, vous êtes encore intéressé par des figures comme Pinochet, Thatcher, on va dire la grande internationale cuxarvative, paléo-cuxarvative. Si vous deviez retenir quelque chose de ce passage à l'Action française, vous m'avez dit, voilà, la question institutionnelle n'était pas votre obsession. C'était quand même un combat pour la France. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ce que je retiens de cette expérience, c'est que sans ma rencontre avec la pensée maurassienne, même si c'est par capillarité, pas forcément par lecture très réfléchie, très méditée, ce que je retiens, c'est que cela a été un garde-fou intellectuel pour moi. Ça m'a évité de devenir national-socialiste ou béat d'admiration devant le fascisme italien, même si on peut lui reconnaître certaines qualités ou autres, mais je suis pas rentré, si vous voulez, dans une fuite en avant en direction de la marge la plus à droite possible qui existe sur l'échiquier politique. Ça m'a donné ça m'a donné une colonne vertébrale et envie de me former véritablement. Et cela a été salutaire parce que je crois que même si ce n'est qu'une année dans une vie, mais c'est une année importante, c'est la première année à l'université, c'est la rencontre avec les antifascistes, eh bien cela a été
a été un garde-fou. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je me rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, je m'amusais à arborer en faculté de lettres un t-shirt Muchas Gracias Presidente, et puis il y avait le visage bichromique à la façon de Che Guevara de Pinochet. Et tout cela a été des éléments déterminants dans mon évolution intellectuelle, et j'étais encore à l'époque en effet monarchiste et libertarien, et puis j'en suis sorti très vite, mais par le contact avec le réel. C'est peut-être finalement ça ce que je retiens de cette époque maurassienne, enfin le maurassisme qui a commencé dans ma vie à cette époque-là, c'est finalement que j'ai compris des choses par l'expérience, par l'empirisme organisateur, plus que par la lecture. Vous étiez quand même très punk, il faut le dire, mais c'est pas un parcours très original, au sens où beaucoup de jeunes gens font des expériences extrêmes dans le monde de la musique, dans leur vie intime, malheureusement par la pratique de l'alcoolisme ou de la drogue. Finalement, vous vous en êtes plutôt pas trop mal tiré pour un enfant de la petite bourgeoisie de province, passé par toutes les cases, finalement, de cette jeunesse. Je veux dire l'école privée, d'accord, puis le lycée, puis les premières copines aussi, tout ça. Enfin, vous vous en êtes pas trop mal tiré, vous avez fait pas trop de casse finalement. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de vous entendre à notre micro, parce que je crois que d'autres pourront s'y retrouver, sinon dans les mêmes expériences, en tout cas dans des expériences parallèles, dans des scènes ou des sous-cultures différentes, certes, mais qui renvoient toujours à la même expérience. Et là, je crois qu'on parlera tout à l'heure de votre conversion. Il y a eu une véritable révolution, au sens où les choses se sont remises à leur place. Le soleil est revenu à son point d'origine. Mais pour ça, on se retrouve après le Hall of Shame, les annonces publicitaires et la pause musicale. Dans un monde de plus en plus superficiel, ne gardez que l'essentiel. Le bruit et l'odeur. Less is more. On ne se soumet plus. Nouvelle gamme. Less is more. On redresse la tête. Et les insultes sur Manuel Valls sont acceptables? Pardon? Les insultes sur Manuel Valls sont acceptables? Elles sont hors de ce cadre démocratique. De la République. Merde. La plus belle preuve d'authenticité. Quand même. Pas d'amalgame 500 mg. Je suis Charlie. À l'audace de cette pyramide. En complément des mesures diététiques pas avant 15 ans, demandez conseil à votre pharmacien. pas d'amalgame Charlie. 500 mg. Un produit des laboratoires Soma. Shame. Quelques annonces pour le Hall of Shame. Un message de Marc-Alexandre qui nous dit, après nous avoir donné 10 €, merci pour vos émissions toujours intéressantes et bien organisées. Si jamais vous êtes intéressé par la vie d'un Français parti étudier et pratiquer l'acupuncture et l'herboristerie chinoise dans le Canada anglophone, Terre-Neuve, vous pouvez me contacter par mail. Merci Marc-Alexandre pour ce message. Nous prendrons contact avec vous très prochainement sur les questions de santé, éventuellement pour programmer une émission. Pourquoi pas. Autre message de tipeur. Gère qui nous envoie 5 € et qui ne nous joint pas de message. Merci à vous Gère. Enfin, une commande de t-shirt de Laurent de Paris qui nous joint 24 € et qui nous demande un t-shirt taille L et kaki. Merci et bonne continuation. Merci à vous Laurent. Je vous envoie votre contrepartie dans les meilleurs délais et je vous rappelle que vous pouvez commander les tout derniers t-shirts. Alors je ne pourrai pas vous laisser choisir le coloris parce que je ne sais plus s'il m'en reste dans toutes les tailles. Mais enfin, il sera vert kaki ou noir. Envoyez-moi votre taille et je vous l'envoie contre 24 €. Nous allons refaire une impression de nouveaux t-shirts originaux pour l'année 2018. Vous pouvez également partager, liker, commenter cette émission dans sa version YouTube. Et merci aux camarades qui nous repostent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Vous pouvez également nous faire des dons sur Tipeee, toujours sur notre page. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve après la pause musicale.
Chers amis auditeurs, après cette page publicitaire et d'annonce cinématographique, on se retrouve avec Julien Langella autour du micro de Fréquence Orage d'Acier pour reprendre notre échange sur l'émission de ce soir, donc un parcours, une conversion. Julien, vous vouliez faire quelques remarques sur les derniers propos avant la pause musicale. Oui, en effet, vous évoquez mon ascendance, un bien grand mot, sociale. Vous évoquez la petite bourgeoisie de province. On est dans la famille, fils d'ouvriers de l'Arsenal, et donc petite bourgeoisie au sens d'une ascension sociale vers la classe moyenne. Ça c'est clair. Après, il n'y a pas d'héritage social bourgeois au sens où on l'entendait depuis le 19e siècle, etc. Et puis alors il y a un point sur lequel je voulais revenir sur mon parcours avant de passer à la partie plus spirituelle peut-être. Il y a aussi une figure qui m'a marqué alors que j'étais encore libéral, c'est celle de José Antonio Primo de Rivera, la grande figure de la phalange espagnole, dans la première moitié du XXe siècle en Espagne. Et j'avais lu quelque part, peut-être était-ce d'ailleurs ses propres mots, l'image du bourgeois devenu chevalier. Et ça a été pour moi un mot d'ordre. Un mot d'ordre, c'est peut-être un peu fort, parce que c'est un mot d'ordre lancinant, mais ça a été pour moi une étoile à suivre, qui m'a donné envie de me changer moi-même et de me changer par la politique, parce que je pense, et on y reviendra, que la politique est aussi un moyen de se sanctifier, parce que comme l'ont dit beaucoup de papes récents, la politique est la plus haute expression de la charité. Et d'ailleurs, ça m'amusait de citer José Antonio en discutant avec une fille ou un ami, en buvant une vodka Red Bull dans une boîte de nuit sur une plage de Catalogne avec des copains. Et ça, c'est l'image un petit peu, si vous voulez, d'une jeunesse française de droite qui veut plus que ça en fait, et qui veut qui veut vivre en pratique cette révolte contre le monde moderne. Alors je sais pas, je pense que c'est comme une conversion, on n'est jamais converti totalement, on se convertit toute sa vie, et de la même manière on n'est jamais complètement anti-moderne, parce qu'on est l'enfant de son temps aussi, on est l'enfant du monde. Mais en tout cas, c'est le chemin que j'essaye de suivre. Merci, oui, en effet, cela n'étonnera pas les auditeurs de Fréquence Orage d'Acier qu'on cite le nom de José Antonio, même si ça pourra écorcher les oreilles de quelques démocrates chrétiens qui nous écoutent encore. En effet, c'est probablement l'une des plus belles figures du XXe siècle, un véritable modèle qui nous a donné justement l'image d'un homme à la fois radical et pas extrémiste, et profondément charitable, profondément aimant de son peuple, au point que il a touché le cœur de ses co-prisonniers, de ses co-détenus lorsqu'il était détenu par les forces de la République espagnole. Avant son exécution, il a bouleversé de nombreux membres de la fédération anarchiste qui partageaient avec lui cette réclusion. Alors Julien, vous êtes à l'Action française, vous ressentez l'urgence d'un combat sur la défense de la chair de la nation, de la chair de notre civilisation européenne. Vous quittez l'Action française qui végète, disons-le à l'époque, qui ronronne, qui est très empêtrée en fait dans un agenda de formation, qui remet finalement d'année en année à son université d'été le montage d'équipe. Ça donne un petit peu de résultats. Je me souviens de Caen où nous étions presque 150 les dernières années. Vous étiez parti de ces équipes, de cette aventure, mais vous sentez que le vent souffle dans les voiles d'autres organisations qui répondent plus à votre urgence, à votre impatience, à vos attentes politiques. Comment ça se passe pratiquement ? Alors, j'évoquais la figure de Frédéric Leplay tout à l'heure. C'est son combat, enfin c'est sa vision du combat pour la vérité qui me motivait. Bon, mon rêve, quand j'avais 18 ans, ça peut paraître un peu faible comme rêve, mais c'était de distribuer des tracts à la sortie de la diffusion de films indigènes ou hors-la-loi, vous savez, ces films repentants il y a quelques années, et d'éclairer nos concitoyens. J'étais peut-être un petit peu encore rousseauiste dans cette vision-là. Je croyais à la vertu du débat et du dialogue, non pas que j'y renonçais, mais en tout cas, je pensais que les choses étaient assez faciles finalement. Et puis, je me suis rendu compte que la question identitaire, même si je la sentais dans ma chair depuis en fait au moins le lycée, donc dès le début de mes préoccupations politiques,
même si elles étaient libertariennes, je sentais que cette question était première, parce que défendre la souveraineté de la France, c'est-à-dire défendre la souveraineté de l'État, c'est une chose, mais ce n'est qu'un outil au service d'une fin plus grande qui est le bien commun. La souveraineté, c'est un moyen, c'est un bouclier. Derrière le bouclier, il y a un peuple vivant, il y a une chair. Barès dit la terre et les morts, et peut-être que parfois on s'en est tenu, mais peut-être aussi parce qu'on l'a mal lu, je ne sais pas, à cette maxime, et on a oublié de les dire, vivants, ouais. Voilà, exactement, de dire que les enfants plutôt que les morts d'ailleurs. Voilà, il y a un peuple vivant, et notre peuple, eh bien, ce sont aussi des fans de tuning, des gens qui ont le Christ à guitare de Johnny Hallyday tatoué sur l'épaule. Voilà, ce sont des gens comme ça. C'est le peuple français avec ses défauts, avec ses faiblesses, ses maladresses. Et moi, ce que je voulais défendre, c'est ça. C'était ce peuple français historique, au visage européen, parce que finalement, c'est notre famille élargie. Et ça rejoint un petit peu ma préoccupation communautaire de départ. C'est que la patrie est une famille élargie. Je crois que c'est Maurras qui dit « Les nations sont des amitiés ». Donc mon point de départ, vous voyez, il était assez j'allais dire pas émotif, mais romantique, enfin atavique, vraiment, la défense de la chair, parce que je pense qu'on a beau arborer des drapeaux bleu blanc rouge dans le cadre d'un patriotisme spectacle sportif à l'américaine, si on n'est pas français d'héritage, ou au moins si on veut pas vraiment sincèrement de tout son cœur le devenir, alors on n'est pas français. Et une nation composée de patriotards à l'américaine n'en est plus une, c'est un film, mais c'est plus une nation, c'est plus un pays. Alors, vous rejoignez les identitaires avec quelques membres de votre section de l'Action française Aix-en-Provence. On l'évoquait tout à l'heure, la Tortue, quelques autres camarades qui ont suivi leur chemin différent aussi. Vous rejoignez les identitaires qui sont en refondation d'une certaine façon, puisque vous allez être l'un des membres du bureau fondateur de Génération Identitaire. Alors j'ai rejoint les identitaires, j'ai rejoint le mouvement Jeunesse Identitaire qui était la locomotive du mouvement identitaire, donc j'ai rejoint ce mouvement à la rentrée scolaire 2007 à Aix-en-Provence, et puis vont se développer dans le cadre de cette aventure identitaire des thématiques intéressantes à travers notamment la campagne Une autre jeunesse, qui reprenait des images du film Fight Club et toute une rhétorique intelligemment anti-drogue pour un esprit sain dans un corps sain, refus de la société de consommation. Et cette partie-là du message identitaire m'a touché, parce que je crois fondamentalement que demain, même si on fait remigrer au moins la moitié de tous les extra-européens, on n'en a pas fini, ce n'est que le début du combat. Oui, finalement, le problème des Européens, c'est les Européens eux-mêmes. Leur première difficulté, c'est pas tellement pas seulement en tout cas le grand remplacement ou le grand déclassement, c'est un problème endogène, un problème interne. La nature a horreur du vide, et si les Européens ne sont pas enracinés, à défaut de l'être dans une foi, au moins dans une identité, une culture, et tout simplement dans des rapports communautaires, nécessairement la loi de la nature fait que la place que nous occupions jusqu'alors est prise par d'autres. Et donc ces thématiques-là aussi me touchaient énormément, et ont finalement donné un dernier coup final au peu de libéralisme qui me restait au moins de sympathie. Et cette question identitaire donc me préoccupe, et jusqu'en 2011 donc j'en fais partie. Je cofonde avec d'autres camarades Génération Identitaire donc cette année-là, que je quitte ensuite en 2012 pour rejoindre Academia Christiana, donc mouvement de jeunesse catholique destiné à inciter les jeunes catholiques à s'engager dans la cité. Et évidemment avant cela il y a ma conversion au catholicisme. Voilà, on y vient. Alors, comment est-ce que les choses se font ? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les premiers prodromes de cette conversion ? Quels sont les premiers signaux ? Je dirais, dans les toutes premières années de votre engagement, est-ce qu'il y a des premiers jalons qui sont posés ? Et ensuite, on viendra vraiment au cœur du sujet, votre conversion, les rencontres qui ont été décisives. Alors, c'est une question qui m'a toujours plus ou moins agité, on va dire, mais je me positionnais contre. Pour moi c'était une rébellion un petit peu facile, c'était une figure d'autorité traditionnelle dont je rejetais autant, même si ce n'était pas très cohérent, l'église que l'État, enfin bref, un espèce de micmac individualiste, libéral, voilà, qui m'animait à l'époque. Mais j'ai rencontré plus tard, et là aussi c'est plus une dimension personnelle, humaine, qui m'a touché qu'une dimension intellectuelle ou littéraire. J'ai rencontré
rencontré des catholiques solides, notamment à l'Action française. Je pense à la Tortue, qui est le parrain de mon deuxième enfant, et qui m'ont donné envie au moins d'en savoir un petit peu plus. Et c'est marrant, quand vous évoquiez le terme de signal, le premier signal, ça a été la fois où, je me rappelle très bien de cette conversation, je m'étais désigné comme catholique en disant « nous » à un ami lui-même catholique, réellement catholique, donc allant à la messe le dimanche, etc. Et il m'a répondu d'une manière tout à fait assassine et douloureuse à l'époque, mais en fait très très édifiante, très formatrice. Mais pourquoi nous ? Toi t'es pas catholique, qu'est-ce que tu racontes ? Et finalement il m'a invité à une certaine vérité avec moi-même. Et là c'est quelque chose dont je me rappelle encore, qui m'a blessé et donc ouvert le cœur et donc permis au bon Dieu d'entrer finalement quelques années plus tard. Et puis j'ai rencontré en 2012, un espèce de pasteur anglican, l'anglicanisme, donc voilà, cette espèce de micmac, moitié protestantisme, moitié catholicisme, qui est la religion nationale en Angleterre depuis le XVIe siècle et le règne d'Henri VIII. J'ai rencontré un pasteur anglican qui en fait n'était même pas reconnu par l'église anglicane, qui a été aussi formé dans des écoles rabbiniques à Marseille, puisqu'il a essayé un petit peu toutes les religions, il a été au séminaire, etc., dans l'église catholique. Et puis ce pasteur anglican disait la messe dans la forme extraordinaire, en latin. Et puis il parlait provençal couramment. Il avait des croix byzantines tatouées à l'endroit des stigmates du Christ, donc sur les poignets et puis sur les chevilles. Et puis il disait manier le sabre aussi. Puis les arts martiaux, enfin bref, c'était le prêtre de combat, et puis il portait une soutane. Voilà, bon, la totale. Donc, que demande le peuple ? Moi, j'étais ravi, et puis j'ai foncé, et puis bon, 2 mois après, j'ai quitté la secte. N'empêche que, ce qui est assez drôle, c'est que, donc là, on est en 2012, j'avais 26-27 ans, et je fais ma première confession depuis le collège, donc depuis la 5e, avec un gourou hérétique complètement délirant, quoi. Et ça m'a amené plus tard finalement vers la tradition, vers la messe en latin, et puis ce que je recherchais, c'était quand même de la solennité, du sacré, de la beauté, mais aussi, parce que ma conversion n'est pas culturelle ou politique, en tout cas pas que, de la vérité, et surtout l'intégralité de cette vérité. Oui, comme quoi diable porte pierre, vous l'avez dit, des conversations, des échanges, parce que c'est vrai, il faut le dire, c'est un point important de cet échange, Julien. Dans les milieux politiques, il y a de nombreux catholiques solides qui ont une pratique régulière et qui ont aussi une vraie vie intérieure, de vraies pratiques de charité, qui quelque part dans le secret de cette foi qui, même dans les milieux nationalistes et identitaires, a du mal à s'affirmer autrement que comme un motif culturel, finalement c'est une sorte de bain religieux qui favorise, d'une certaine façon, c'est une sorte de labour qui favorise la germination de la foi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Parce que il y a eu des échanges importants, peut-être des moments décisifs, comme cette conversation avec cet ami catholique, mais il y a eu aussi la fréquentation presque quotidienne de chrétiens dans la cité qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, qui font les choses finalement, qui font un témoignage finalement assez naturel, qui, quand le sujet vient sur la table, sont tout à fait disposés à répondre. Tout à fait, ça a été une expérience décisive pour moi, ça a été de rencontrer dans les universités d'été identitaires des catholiques qui n'hésitaient pas à demander un instant de silence au moment du repas le soir. Donc là, je parle évidemment du mouvement Génération Identitaire, et qui disait, écoutez, demain on est le 15 août, nous allons tous à la messe puisque c'est la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, et donc nous vous invitons, si vous le souhaitez, à venir avec nous. Et puis c'est tout. Et cela, ça m'a marqué profondément. Et donc j'y allais par attachement à une tradition, parce que pour moi, l'Église... La tradition familiale, tradition nationale. Tradition nationale. Pour moi, la France, c'était aussi un petit peu l'Église, et même si je rejetais de manière cynique et facile la morale chrétienne, parce que j'y voyais une morale de faible, et je dois d'ailleurs ajouter une précision, c'est que ma première lecture philosophique, c'était Nietzsche, l'Antéchrist, à 15 ans. Et donc pour moi, le christianisme, c'était la morale des esclaves, la morale des faibles, et il est vrai qu'une grande partie du clergé occidental ne nous donne pas trop d'autres images aujourd'hui que celle d'une faiblesse, d'une lâcheté, d'un certain laxisme. Mais ce que vous nous dites là, c'est qu'il faut pas s'arrêter à cette première impression, mais qu'en réalité, la véritable force du chrétien, c'est la patience. Il y a en fait une grande force à subir les pires épreuves, comme nous l'a montré notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet échange, Julien. Arrêtons-nous un instant là-dessus. C'est parce qu'il y a un nietzschéisme qui traîne comme ça dans ce milieu nationaliste identitaire. Peut-être restons un peu sur ce schéma.
C'est vrai que cette question de la force est mal comprise dans les milieux identitaires au sens large. Donc là, je dis identitaire avec un I minuscule. Je parle pas des identitaires, le mouvement fondé en 2002. Et ce nietzschéisme, il est à l'origine d'une mauvaise compréhension du christianisme. J'en suis venu personnellement à la conclusion peut-être un peu pessimiste, mais qu'on ne peut pas comprendre le christianisme sans le vivre de l'intérieur, parce que c'est une grâce, parce que l'Église est un miracle permanent. C'est la seule institution européenne qui dure depuis 2000 ans, là où tous les rois, tous les royaumes, les monarchies, tous les régimes, on a eu 4, on en est à la 5e République. Bon, eh bien on n'a qu'une seule Église qui dure depuis Saint-Pierre. Bon, c'est quand même miraculeux. Et cette Église témoigne d'une certaine force, d'abord dans le message évangélique, à commencer par cet aspect du pardon. Il est vrai que cela peut sembler une faiblesse, mais je crois que celui qui pardonne, le père de famille solide, qui pardonne à l'assassin de son fils, mais qui pour autant réclame quand même justice. La justice des hommes. La justice des hommes, c'est-à-dire qu'il demande... il donne son pardon à la personne parce qu'il souhaite sincèrement que cette personne se repente et aille au ciel, parce que le catholique est angoissé par cette perspective du salut qui touche tous ses concitoyens, qui touche tous ses frères, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde, et en même temps il réclame justice. Et cette force-là, manifestée chez certains camarades identitaires, m'a frappé. Je me disais, mais c'est pas possible entre le prêtre de tel ou tel quartier que j'ai pu rencontrer ou autre, de telle ou telle paroisse, et puis par ailleurs ces militants identitaires, il y a un monde et pourtant ils font partie de la même église. Et donc là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un miracle, que l'église était un mystère et qu'on ne pouvait pas la comprendre avec des regards, avec des yeux rationalistes, nietzschéens, un peu jusqu'au boutiste. Oui, et surtout c'est comme disait Charles Maurras, c'est la seule internationale qui vaille parce que elle est dans l'ordre spirituel et elle ne porte absolument aucune atteinte à nos droits et à nos devoirs dans l'ordre naturel, dans l'ordre politique. Et je crois que c'est ça le projet d'Academia Christiana, c'est de restaurer entre autres cette importante distinction des ordres, et que l'on peut être un bon chrétien et un bon soldat qui défend sa patrie. Alors soldat en temps de paix, donc militant politique. Vous parliez tout à l'heure de la sanctification par le militantisme politique, Julien, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? L'engagement politique est une école de la vie, et ça pallie beaucoup, on peut le dire d'une certaine manière, à l'absence de service militaire aujourd'hui, ou tout simplement à l'absence de communauté réelle vécue par les jeunes Français. Et parce que cet engagement demande des sacrifices. Il faut parfois, se lever à 6h du matin pour être présent à 7h devant un lycée rempli parfois de maghrébins hostiles. Et donc il y a, si ce n'est des violences, en tout cas des menaces, des pressions. Et ça c'est quelque chose quand même qui tanne le cuir de l'homme et qui permet un certain passage dans la vie adulte. Alors le militantisme ne doit pas être qu'une transition, sinon ce n'est qu'un outil. Enfin, ce serait une fin en soi, justement, au contraire. Alors que justement, c'est un outil vers la lutte pour le bien commun, vers la reconquête du bien commun. Et c'est là où finalement il y a deux passages à la vie adulte dans le militantisme. Il y a le premier passage quand on devient un petit peu adulte parce qu'on a expérimenté des choses, et le deuxième cap, le deuxième passage à la vie adulte, c'est quand on veut rester dans le mouvement une fois qu'on est devenu un adulte. C'est-à-dire qu'on est marié ou fiancé et qu'on a le premier boulot. Voilà, ou tout simplement qu'on a évolué personnellement et qu'on se sent accompli, plus solide, plus indépendant, affectivement, je veux dire vis-à-vis de toutes sortes de sollicitations, on se sent plus fort personnellement, moralement, mais en même temps on reste parce qu'on a compris qu'en fait c'est pas pour soi qu'on est là depuis le début, même si ça peut être un moteur, on est là pour le service du bien commun. Et en cela, le chrétien, par les sacrifices qu'il fait quotidiennement, est finalement une figure militante accomplie. C'est ce qu'il faut dire à tous ceux qui pensent que le christianisme, comme je le pensais il y a encore peu de temps, il y a quelques années, n'est qu'une religion de faibles. Il n'y a qu'à voir cette civilisation européenne jalonnée de cathédrales et imaginer que ce sont des vrais hommes de chair qui n'étaient pas très différents de nous, qui ont fondé cela, bâti cela il y a quelques siècles. C'était des hommes qui partaient en croisade, qui rejetaient le mort au-delà de Gibraltar pour sauver l'Espagne et donc toute l'Europe, mais qui en même temps pardonnaient à leurs voisins, pouvaient pardonner à l'assassin de leur fils. Ça, c'est un grand mystère. Et il faut rappeler vraiment que le pardon et même l'amour de l'ennemi, ce n'est que dans le cadre privé, dans les relations personnelles. Et spirituel. C'est un pardon spirituel. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un prêtre qui m'a un jour dit une remarque fabuleuse. Il m'a dit, tu sais, il faut prier pour tes ennemis parce que la conversion de ces ennemis, la conversion de ton ennemi, c'est la vengeance de Dieu
sur le mal. Le pardon le pardon que Dieu accorde à la personne sincèrement repentante, parce qu'évidemment c'est pas un titre de séjour qu'on distribue comme un petit pain, non, il faut qu'il y ait une vraie repentance, parce que le bon Dieu voit tout et il sait s'il n'y a pas la repentance, donc dans ce cas-là il va pas accorder le pardon. Ce pardon exige une très grande force morale. Julien, excusez-moi, le repentir, parce que la repentance c'est autre chose. Il faut qu'il y ait un sincère repentir de celui qui demande pardon, absolument. Il faut qu'il y ait une demande d'abord. Oui, vous faites très bien de me corriger, c'est en effet un repentir personnel, et à cet égard, il ne serait venu à aucun croisé, à aucun conquistador, à aucun soldat européen du Moyen-Âge et plus tard, de confondre ce pardon avec l'amour de l'ennemi collectif que pouvait représenter à un moment donné l'islam ou le turc, etc. C'est-à-dire qu'on peut pardonner à l'homme, on peut prier pour l'âme du soldat, comme le fait Sainte Jeanne d'Arc sur le champ de bataille face à l'anglais, mais in fine, on défend la cité face à l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'on défend l'espace d'expression possible de la foi. S'il n'y a pas de chevalier autour de l'abbaye est rasée, plus personne ne peut prier le bon Dieu pour sauver les âmes du monde entier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors revenons à votre conversion, Julien. Vous vous convertissez. Qu'est-ce que sur le plan pratique ça veut dire ? Ça veut dire quoi se convertir aujourd'hui en France ? Se convertir, ça veut dire d'abord accepter de ne pas maîtriser intellectuellement les choix de vie nouveaux qui s'imposent à soi. Voilà. Moi, clairement, quand j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à cette foi, après cette rencontre avec ce pasteur un peu fou, je suis allé à la messe, donc voilà, catholique évidemment, la seule vraie messe, et j'attendais de la part de ces prêtres des éléments politiques dans l'homélie, des choses qui aillent dans mon sens, qui montrent que au moins toutes les cases étaient remplies, je pouvais rester de droite, identitaire, conservateur, et rentrer là-dedans. Et puis évidemment, ça ne s'est jamais produit parce que j'étais dans une démarche de consommateur. J'exigeais quelque chose. Je venais pour prendre et non pas pour recevoir. Et puis un jour, j'ai dit bon, il y a quelque chose qui me taraude, je sens qu'il y a quelque chose de profondément bon là-dedans. Je vois sur le visage de ces prêtres qu'il y a à la fois une charité et une force incroyable, qu'ils arrivent à unir entre eux cet amour et en même temps cette très grande force. Donc je saute le pas et je dis bon ok, je ne comprends rien. Mais je fais le pari que tout ça est vrai parce que j'ai l'impression que je suis devant une porte et que j'ai pas la bonne clé, donc je défonce la porte quoi. Et donc je suis rentré et aujourd'hui je pourrais pas vous faire un cours de théologie, je pourrais pas vous démontrer toutes les grandes vérités catholiques, tous les dogmes, etc. Mais en tout cas je sais que tout cela est vrai parce que d'abord c'est vécu, c'est incarné. Et quand on voit sur le visage de ces prêtres, de ces chrétiens, ce courage, cette force, ces familles bien solides, ces parcours de vie qui sont difficiles, évidemment, il y a des faiblesses, il y a parfois des erreurs, mais à chaque fois une volonté de remonter le courant, etc. Ces enfants qui c'est bête, mais qui parlent bien, qui disent bonjour monsieur. On sent qu'il y a une vérité, quelque chose de vrai qui anime tout cela, parce que le bien ne peut pas être le fruit de rien. Il y a forcément quelque chose derrière. Et c'est ce quelque chose que j'ai voulu découvrir. Alors ce quelque chose, c'est ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est aussi une rencontre personnelle. Julien, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expérience personnelle, de cette rencontre personnelle ? Parce que le christianisme n'est pas une religion du livre, contrairement à ce que pensent les musulmans. C'est une religion de la personne. Et à un moment donné où il a bien fallu que vous rencontriez la personne du Christ. Alors moi, je croyais, Dieu est venu dans ma vie, je croyais que tout ça, c'était des racontars de bonnes femmes, jusqu'à ce que Dieu vienne dans ma vie. Peut-être un jour j'en parlerai à ce micro. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été la rencontre avec Jésus-Christ dans votre vie ? Alors, je pourrais dire de manière un petit peu humoristique que finalement ma conversion, elle a été typiquement catholique, pas seulement dans le fond, mais dans la forme. C'est-à-dire qu'elle a procédé par étapes. De la même manière que le bon Dieu s'incarne et nous donne son Fils. Donc voilà, il se manifeste pas forcément directement dans l'esprit de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il donne une personne au genre humain, une personne à imiter et à suivre, personne pleinement humaine et à la fois pleinement divine. Voilà, c'est un mystère. Eh bien, j'ai le sentiment que le bon Dieu m'a envoyé sur les pas de Sainte Marie-Madeleine, qui est donc cette ancienne prostituée, on sait pas trop, ou du moins ancienne noble, assez vaine, assez lascive, assez insolente, indolente dans sa vie, qui a rejoint le Christ et qui a fini donc son existence les 40 dernières années à la forêt de la Sainte-Baume. La Baume en provençal, ça veut dire la grotte, c'est le nom d'un massif montagneux qui abrite l'une des dernières forêts primaires de France. Il faut aller voir cette forêt, c'est Brocéliande en Provence, c'est absolument fabuleux. Et donc c'est aussi un peu un lieu qui m'a converti.
ça se situe pas très loin de chez moi, dans le département du Var. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que cette forêt, il y a eu un interdit posé sur elle, c'est-à-dire que c'était une forêt sacrée pour les païens, grecs et romains de l'époque, et l'Église a pris le relais de cette sacralité, de cette solennité, en interdisant à quiconque de couper le moindre arbre de cette forêt. La personne qui coupe un arbre de cette forêt est excommuniée par l'Église catholique. Ça, c'est quelque chose qui est écrit, on a la preuve, on sait cela. Et c'est le troisième tombeau de la chrétienté, puisque après le Christ, évidemment, bien il n'y a pas de tombeau de la Vierge Marie, puisqu'elle est montée directement au ciel. C'est le dogme de l'Assomption. Et il y a le tombeau de Saint-Pierre, donc le deuxième à Rome, et le troisième, puisque c'est l'apôtre des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, celle qui a vu le Christ ressusciter avant les 12 apôtres, avant les hommes. Et donc, je me rappelle très bien de ce moment-là, je faisais une randonnée qui traversait tout le Var, je devais marcher encore 15 jours, et traverser tout le département. Je me suis arrêté à la Sainte-Baume, et j'y ai passé 3 jours, en baladant dans la forêt, en allant visiter la grotte, etc. C'était peu de temps après avoir quitté cette secte anglicane, et entre-temps je m'étais intéressé au paganisme grec dans cette période un peu charnière entre l'anglicanisme et le catholicisme, et c'est Sainte Marie-Madeleine, la sainte patronne des nouveaux convertis, grande figure de la miséricorde divine, qui m'a touché. Et c'est aussi un lieu, c'est-à-dire que finalement le bon Dieu, à travers Sainte Marie-Madeleine, est venu toucher la Provence. Je rappelle que l'évangélisation de la Gaule part de la Provence. On a aujourd'hui de plus en plus de textes qui affirment la présence de Sainte Marie-Madeleine par chez nous. Oui, je peux confirmer là une chose, que un ami qui est diacre orthodoxe, qui s'est énormément intéressé en fait à la présence de ce qu'il appelle orthodoxie, c'est-à-dire la foi des origines, et non pas l'église orthodoxe russe du 19e, bien sûr, faisait une sorte d'archéologie, si vous voulez, des premiers apôtres, des premiers disciples du Christ qui sont venus évangéliser la Gaule, pour justement y permettre d'établir sur le plan historiographique des choses très factuelles. C'est beaucoup penché sur la question de Marie-Madeleine, et en effet, de ce qu'il me disait, puisqu'il travaillait là-dessus, pour lui, c'est pas du tout légendaire, il s'agit pas du tout d'une légende dorée, mais d'un fait d'histoire. Marie-Madeleine est bien venue s'échouer, entre guillemets, sur les côtes de Provence et y inséminer la religion chrétienne. Et visiblement, cette lumière magdalénienne continue de rayonner par chez vous, Julien. Alors oui, on peut en parler peut-être très rapidement parce que c'est un thème éminemment catholique et identitaire. On a plusieurs éléments très intéressants. On sait, lorsqu'on a retrouvé le corps, donc qu'il était placé dans une tombe scellée en marbre, signe que c'était là une figure, si ce n'est canonisée, en tout cas sainte pour les fidèles de l'époque. On a retrouvé dans sa chevelure une branche de fenouil, et cela, c'est une pratique mortuaire des Juifs du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, on a reconstitué son portrait robot, entre guillemets, à partir de ses ossements, et on a le visage d'une Juive, un visage sémite. Alors, il y a quand même énormément d'éléments qui vont dans le sens de la véracité de ce qu'on appelle, non pas la légende provençale, mais la tradition. Donc on est sûr à 99% que c'est elle. Et alors on nous dit parfois, oui, mais la tradition de Vézelay, monastère de Vézelay, rapporte que au contraire, son vrai corps serait là-bas. Et en fait, si on lit bien les écrits des moines de l'époque, c'est que ils disent être justement allé chercher le corps de Sainte Marie-Madeleine en Provence pour éviter que les morts, les Sarrasins, qui ont ravagé la région jusqu'au 19e siècle, en tout cas le littoral, ne s'en emparent. Donc en fait, la tradition de Vézelay qu'on oppose à la tradition provençale confirme la tradition provençale. Et donc voilà, moi ce qui m'a touché, vous voyez, c'est cet enracinement dans une culture, dans une terre, dans une forêt, voilà, dans quelque chose de concret, de matériel, parce que la connaissance passe par les 5 sens. Et cela, je peux le démontrer très facilement. Je peux pas démontrer les dogmes de l'Église catholique parce que j'ai choisi de faire confiance. Mais ça, je peux le démontrer très facilement. C'est de la logique. C'est que nous acquérons la connaissance par le regard. Nous lisons, nous entendons ce que des professeurs ou des gens, qui savent beaucoup de choses peuvent nous transmettre. On peut sentir une odeur de cuisine et du coup apprendre à cuisiner aussi à l'odeur. On apprend les choses par les 5 sens. Et ce fait-là montre que, si on est croyant par ailleurs, que le bon Dieu l'a voulu. Si c'est comme ça, c'est que le bon Dieu il l'a voulu. Il a voulu que notre connaissance passe par les 5 sens. Et donc on voit bien que en nous léguant Sainte Marie-Madeleine, eh bien, il a voulu qu'on y croie, et je crois que le bon Dieu ne peut pas nous tromper. Et donc cette tradition, pour moi, primordiale, est vraie. Avant de se quitter, Julien, j'aimerais que vous nous disiez ce que ça représente aujourd'hui pour vous dans votre vie quotidienne, maintenant que vous êtes père de famille, être catholique, être chrétien, qu'est-ce que c'est pour un militant politique ?
Être chrétien dans l'engagement politique, c'est d'abord voir cet engagement avec un certain détachement, non pas une résignation, mais un détachement, c'est-à-dire que le combat politique est une expression fondamentale. Je pense qu'elle est plus importante, par exemple, que le combat social de l'aide aux plus pauvres ou un combat d'agitation culturelle sur le plan musical ou autre. Mais voilà, c'est un combat qui est l'un des moyens du combat plus large, qui est spirituel et qui est celui de Dieu contre le diable. Pour nous autres catholiques, ce n'est pas une fable pour faire peur aux enfants et les amener dans le droit chemin, mais c'est une réalité. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut démontrer, l'on peut dire par le bon sens, c'est-à-dire que le péché originel est inscrit en nous par le simple fait, on peut l'observer par le simple fait qu'il est plus facile de faire le mal que le bien. Il est plus facile de mentir, de médire, de se retenir de donner de l'argent à un malheureux que de le faire. C'est plus facile, ça demande plus d'efforts. Et donc on voit bien qu'on est obligé d'un petit peu de violer notre nature à chaque fois qu'il faut faire le bien. Et donc être catholique, c'est aussi poser des gestes. C'est pas seulement se contenter d'une foi, parce qu'une foi sans les œuvres, c'est comme le moteur sans la carrosserie, la voiture elle va pas bien loin. Et donc qui dit geste, dit communauté, dit collectivité. Donc être catholique, c'est faire partie d'une communauté, c'est exprimer publiquement sa foi, puisque la mission est dans l'ADN du chrétien. Le chrétien est par nature missionnaire. Le Christ l'a bien dit, aller baptiser, enseigner à toutes les nations. Donc dès le début, contrairement à ce que disent les musulmans, et c'est intéressant parce que c'est leur thème, leur angle d'attaque favori contre le Christ, il dit mais il n'est venu que pour les Juifs, c'est faux. Dès le début, le Christ dit qu'il est venu pour tout le monde, c'est très clair. Et c'est marrant, il n'est pas venu pour l'Union Européenne ou pour l'ONU, il est venu pour les nations. Exactement, il est venu pour les nations et ce qui est très intéressant, c'est la fête de la Pentecôte qui nous rappelle ce moment où les disciples reçoivent... Je rappelle pour ceux qui ne sont pas chrétiens que la Pentecôte, c'est la fondation de l'Église de façon surnaturelle, lorsque Dieu envoie sur les apôtres réunis en secret qui redoutent les persécutions des Romains et du Sanhédrin, il envoie sur eux des langues de feu et les pousse finalement à sortir de leur réclusion, leur donne le don des langues, c'est-à-dire de parler dans toutes les langues parlées dans l'empire d'alors, dans l'empire romain, pour annoncer justement la bonne nouvelle, c'est-à-dire la résurrection, la venue du Messie et la résurrection du Christ. Voilà. Et à ce moment-là, quand les apôtres parlent à la foule qui est présente à ce moment-là, donc la Pentecôte, c'est juste après l'ascension, donc après la mort, la résurrection et la montée du Christ au ciel. Et à ce moment-là, il y a une foule, nous dit l'Évangile, pas seulement de Juifs, donc nous sommes à Jérusalem, mais de Grecs, de Chypriotes, de Crétois, d'Arabes déjà, donc d'habitants de la péninsule arabique, qui entendent le discours des apôtres dans leur propre langue. Donc dès le début, après on pourrait remonter à l'Ancien Testament, le bon Dieu a choisi un peuple, il l'a même façonné de ses mains. Donc dès le début de la création de l'Église, à ce moment-là, la grâce passe par le canal de l'identité, de l'appartenance, de la communauté, de la culture. C'est finalement chacun dans son canal. Exactement, c'est-à-dire que chacun reçoit cette lumière divine à la lumière de ce qu'il est en tant qu'être enraciné dans une mémoire, dans une histoire, dans une tradition. Et donc en quelque sorte, la foi vient frapper les cœurs, mais... elle est universelle, mais elle vient dans une forme particulière. Elle passe par un héritage. Et puis je vous renvoie à cette apparition incroyable de la Vierge Marie en 1531 au Mexique. Le Mexique aztèque est conquis depuis 10 ans par les Espagnols. On a perdu 5 millions d'âmes qui se sont données au protestantisme sur l'ancien monde, puisque 1516 c'est le début du protestantisme, et la Vierge Marie, après être apparue à ce paysan en cours de catéchisation, Juan Diego, donne 9 millions d'âmes indigènes au bon Dieu, et elle se manifeste sous les traits d'une métisse, donc moitié espagnole, moitié aztèque, et elle parle en nahuatl, la langue, enfin l'une des multiples langues indigènes du Mexique pré-espagnol. Donc on voit bien que le bon Dieu utilise la réalité naturelle pour se manifester, et en cela même, il rehausse cette réalité, il lui donne une valeur, j'allais dire divine, une valeur sacrée. Et on peut tout simplement revenir au Christ lui-même, qui était pleinement homme, donc
pleinement hébreu, pleinement charpentier, donc héritier d'une tradition de métier d'artisan. Il avait une langue, il avait une culture, il respectait toutes les étapes civiques et religieuses de la vie d'un juif de cette époque-là. Il payait ses impôts. Par exemple. Il y a une parole à ce sujet. Et puis surtout, vous l'avez déjà dit à ce micro, Julien, il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il la savait promise à la destruction. Exactement. Et en général, on nous dit, oui, mais il pleure sur la Jérusalem au sens spirituel. Il pleure en fait sur les Juifs qui se détournent du vrai Dieu, et cela n'a pas de dimension physique. C'est faux, parce que le texte exact, et c'est amusant parce que ce sont souvent des partisans d'une interprétation littérale, tendance un peu protestante ou catholique. Un peu à la cause, quoi. Un peu à la cause. Un peu à la cause toujours, en effet, avocat d'affaires parisien, qui nous disent que nous faisons de mauvaises interprétations, etc. Alors que c'est écrit vraiment textuellement, il ne restera plus, c'est ce que le Christ dit, il ne restera plus sur toi, Jérusalem, pierre sur pierre. On parle de la cité de Jérusalem, d'une ville. Et le pape Pie XII, en 1838, publie une encyclique remarquable, Summi Pontificatus, et il écrit, je cite, « Le divin maître nous donne l'exemple de la préférence ». Et de la préférence, c'est-à-dire tout simplement de la prédilection, de la charité, comme disait un borgne de mes amis, plutôt mes sœurs que mes cousines, plutôt mes cousines que mes voisines. D'ailleurs, saint Thomas, j'ai vu ça passer encore sur la réseaux sociaux il y a pas très longtemps, rappelait que si nous avons le devoir d'aimer tous les hommes, nous devons faire du bien qu'à nos proches. Nous n'avons l'obligation morale de faire du bien qu'à nos proches. Et donc toute cette rhétorique pro-migrants, évidemment, est disqualifiée parce que ce n'est pas un discours religieux, Julien, c'est un discours politique. C'est un discours politique qui caricature l'évangile et les saintes écritures. Le mot de prédilection est très important. La définition du patriotisme dans l'enseignement des papes tout au long du XXe siècle, où cette notion va prendre une importance de plus en plus grande, c'est celle d'un amour de prédilection. La prédilection, c'est la préférence. Donc fondamentalement, le patriotisme, le fait d'aimer son pays, implique, je cite, une discrimination vis-à-vis d'un autre pays, d'une autre communauté, d'un autre peuple. Oui, parce que l'Église ne condamne que les discriminations injustes, mais elle ne condamne pas le mot de discrimination par lui-même. Au contraire, l'Église demande à ce que, en toute occasion, on discrimine, à ce que l'on distingue, à ce que l'on ne mélange pas tout. Et c'est évidemment la raison pour laquelle les catholiques sont en tête de tous les combats pour la vie, contre le mariage homosexuel, etc. Julien, écoutez, le temps se fait malheureusement trop court. Nous allons devoir nous quitter. Julien, merci. Si vous avez un mot de conclusion. Alors, je dirais que fondamentalement, et je m'adresse aux catholiques, mais au-delà à tous les hommes de bonne volonté, puisque la religion catholique, vous l'avez bien dit, c'est une religion de la rencontre avec Dieu. C'est pas une religion du livre au sens de l'adhésion à un texte monolithique. Et donc la rencontre avec une personne vivante qui a été de chair, le Christ. Et à ce titre, vous savez, la plupart des encycliques rédigées par les papes commencent par cette lettre est adressée à tous les hommes de bonne volonté. Le pari de l'Église catholique, c'est que n'importe qui peut comprendre, peut adhérer par la raison à ces vérités. Et donc son message s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Et par conséquent, ce que je vais dire concerne pas seulement les chrétiens, mais tous ceux qui vont se reconnaître dans ce message. On ne défendra la croix à laquelle nous sommes attachés, parce qu'elle représente un modèle de charité, mais aussi des choses physiques, des églises, des écoles, des institutions, un certain état d'esprit, un rapport au monde. Nous ne défendrons cette croix qu'en défendant la terre qui la supporte. Julien Langella, merci.